La gestion de la donnée est ce pourquoi nous développons la plupart de nos applications. Un site marchand en est le parfait exemple. Cependant, il semblerait que dans ce domaine, la programmation orientée objet montre ses limites. Le Data-Oriented Programming est une autre manière d'appréhender notre approche de la donnée dans notre code. Et dans ce domaine, Jonathan Charvit, mon invité d'aujourd'hui, en connaît un rayon, puisqu'il est l'auteur de Data-Oriented Programming aux éditions Manning. Avec lui, nous allons discuter des concepts du Data-Oriented Programming, à quoi il sert, quels sont ses cas d'usage, mais nous allons aussi tenter de savoir s'il s'applique à tous les langages avec lesquels nous prenons plaisir à programmer. Salut Jonathan, bienvenue. Salut Stéphane. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, j'ai un co-host exceptionnel, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un crossover. Aujourd'hui, on reçoit aussi Ismaël Omani du podcast We Speak, hein, c'est la We première. Speak Cloud. We Speak Cloud. Voilà, exactement. Donc, bienvenue Ismaël. Merci Stéphane pour l'invitation. Bonjour Jonathan, bonjour Stéphane. Salut. Première question. Est-ce que tu peux nous dire simplement en quelques phrases qu'est-ce que c'est le ou la Data Oriented Programming? Alors, Data Oriented Programming, en français, ça donnerait programmation orientée données. Et en fait, c'est un paradigme de programmation qui met la donnée au centre. Moi, dans toutes les boîtes ou tous les projets sur lesquels j'ai travaillé pendant on va dire les 10 dernières années, que ça soit back-end, front-end, data pipeline, ce genre de choses, on a toujours le même type de relation avec les données. C'est-à-dire que la donnée nous vient de l'extérieur, on la manipule et puis on la refile à quelqu'un d'autre. Par opposition à d'autres programmes dans lesquels le programme lui-même crée la donnée et la manipule. Et en fait, la donnée est en vase clos en quelque sorte. Dans le web, dans le cloud, encore une fois que ce soit front-end ou back-end, la donnée nous vient de l'extérieur. On ne sait pas toujours à quoi elle ressemble, on a parfois des surprises. On lui fait manipulation et on la refile à quelqu'un d'autre. On la passe on the wire. Et donc, la programmation orientée données, c'est un paradigme qui prend en compte ce caractère de la donnée et qui donc utilise d'autres méthodes de programmation qui, bizarrement, sont beaucoup plus simples et plus appropriées pour ce type de programme. Ok, donc c'est quand même ce qu'on retrouve de plus en plus, je dirais avec l'arrivée des microservices et des choses comme ça, c'est manipulation de données, j'entre d'un côté, je ressors transformé de l'autre, je passe à un autre service. Exactement. Mais, donc la programmation orientée données traite ce problème, mais elle prétend que les méthodes traditionnelles pour approcher ce problème ne sont pas bonnes, enfin, nous limitent en fait. Disons la programmation orientée objet, les types statiques, tout ça, ça nous bloque. Mhm. Et donc, elle préconise d'autres principes qui sont très simples, mais bizarrement, enfin, comme souvent, les choses les plus simples sont les moins utilisées. Et donc parmi ces principes, je pense que tu fais référence à un certain nombre de piliers, si je ne Exactement. m'abuse. Il y en a 4 que j'ai découverts en fait tout au long de l'écriture de mon livre. Parce que comme vous savez, ou comme vous ne savez pas, quand quelqu'un écrit un livre, c'est pas qu'il connaît déjà le sujet et puis juste il écrit ce qu'il a dans sa tête. En fait, quand quelqu'un écrit un livre, c'est juste parce qu'il est intéressé par le sujet. Et puis en fait, tout au long de l'écriture du livre, il va devoir faire des recherches pour pouvoir peaufiner sa compréhension du sujet et la présenter au lecteur. Donc moi, quand je me suis lancé dans l'écriture de mon bouquin Data Oriented Programming, qui est sorti en septembre, donc je me suis lancé en septembre 2022, donc j'ai commencé 2 ans avant à peu près. Je venais d'un langage de programmation qui s'appelle Clojure et qui, en fait, lui, c'est peut-être le seul langage, en tout cas à l'heure actuelle, qui
Embrace qui contient la programmation orientée données de façon native à l'intérieur du langage. C'est-à-dire que le langage lui-même, il est orienté données et il oblige le programmeur à écrire en langage programmation, en programmation orientée données. Mais ce que j'ai découvert, enfin mon pari avec ce livre, c'était que on pourrait très bien appliquer les mêmes principes sans Clojure, sans le langage. Donc ces mêmes principes qui ont façonné Clojure le langage peuvent être extraits du langage, un peu un genre de reverse engineering ou reverse thinking. Donc mon travail, c'était d'extraire les 4 principes que je vais vous révéler dans un instant, et pour pouvoir les appliquer dans n'importe quel langage, JavaScript, Java, Ruby, Python, C dièse, voilà. Est-ce que vous voulez savoir quels sont les principes? On est impatient. Alors, le premier principe, donc il y en a 4. Le méta-principe, c'est de traiter la donnée comme ce qu'on appelle un first class citizen, c'est-à-dire comme un citoyen à part entière. Et qu'est-ce que ça veut dire traiter la donnée comme un citoyen à part entière? Donc, ça veut dire 4 choses. Tout d'abord, ça veut dire qu'on a le droit de représenter de la donnée indépendamment du code. Donc, contrairement à l'encapsulation que la programmation orientée objet préconise, on va séparer les données des méthodes. Donc, on va avoir les données d'un côté, qui n'ont pas de comportement, et on va avoir le code d'un autre côté qui n'a pas de state, qui n'a pas d'état. Et les fonctions les méthodes ou les fonctions vont recevoir la donnée qu'elles manipulent comme argument explicite. Donc, il n'y a plus d'encapsulation, il n'y a plus de this, comme il y a en Java et en C++, etc. La donnée passe toujours comme argument explicite aux fonctions. Donc, si on est dans un langage fonctionnel, donc on a tout simplement des fonctions, mais même si on est dans un langage orienté objet, on n'a en fait que des static méthodes qui reçoivent la donnée comme argument. Ça, c'est le principe numéro 1. C'est bon? Principe numéro 2, c'est que pour représenter la donnée, on va préférer utiliser des structures génériques. Donc, plutôt que d'avoir une classe ou un type par donnée, et donc je vais avoir une classe customer, une classe carte, une classe user, une classe computer, etc., qui vont contenir des champs avec des valeurs. Donc, au lieu de ça, je vais tout simplement avoir des hash maps, comme on a en JavaScript avec les accolades, du JSON partout. Quel est l'avantage? Si je reviens à ce dont on a parlé au début, puisque de toute façon, la donnée, elle n'appartient pas à mon programme. Je la récupère de l'extérieur, que ce soit avec un API, que ce soit avec une base de données. Et même une fois que je l'ai manipulée, je ne la garde pas pour moi, je la refile à un autre. Donc, au bout d'un moment, je vais devoir la sérialiser et la désérialiser. Et cette donnée, quand elle est à l'extérieur de mon programme, elle n'a pas de type. Elle existe en tant que telle. Et donc, plutôt que de mettre sur la donnée un modèle de représentation statique, que ce soit un type ou une classe, je vais préférer avoir un accès direct à la donnée et la traiter de la même manière qu'elle est traitée quand elle passe dans l'air. Et donc, on va avoir des structures génériques. En gros, c'est des hash maps ou des string maps, ça dépend. Les clés, ça va toujours être des strings qui sont le nom des champs, et les valeurs, ça va être des integers, des strings ou encore des hash maps, etc. Un autre avantage, c'est que à partir du moment où je fais ça, alors pour manipuler ma donnée, je peux utiliser des tonnes de fonctions qui sont déjà écrites, qui sont disponibles par le langage ou par des librairies. Par exemple, en JavaScript, on a Lodash, qui a des tonnes de fonctions group by, filter, map, reduce, frequency, et tout ça, c'est disponible maintenant pour moi pour exprimer ma business logic. Je n'ai pas besoin de réinventer la roue à chaque fois et de créer une fonction de manipulation qui est couplée avec ma classe user, avec ma classe customer, avec ma classe item, etc. Et finalement, la manipulation de données, c'est quelque chose de générique. C'est un peu comme il y a comme une algèbre, ce qu'on appelle de la manipulation de données. De la même manière que si je veux additionner 2 prix, je ne vais pas créer une opération spéciale, j'utilise l'addition classique, plus. De la même manière, si je veux merger 2 données, parce qu'une vient de ici et une vient de là, une vient d'un API et une vient d'une base de données, et je fais un merge générique. Je n'ai pas besoin d'écrire une fonction merge qui est couplée avec mon use case ou ma business logic. Jusqu'à là, je ne suis pas déstabilisé. Bon, moi, j'ai plus une familiarité avec Go.
Et c'est vrai que dès qu'il y a manipulation de données, il y a des structs, hein, en Go, ça s'appelle Ouais. struct, qui est la représentation en fait de la donnée, mais qui est hors des fonctions ou des méthodes, dépend comment on les appelle. Et donc après, c'est réalisation, choses comme ça. Ok. Donc c'est un peu différent de Go. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas des structs, on utilisera des hashmaps génériques. Ok. Décris-moi un peu la différence justement que ça induit d'utiliser ce que tu appelles un hashmap. Bah, d'abord, une différence, c'est que tu gagnes en flexibilité. Parce que si des fois, dans ta donnée, tu veux ajouter un champ, ou enlever un champ parce que tu n'en as pas besoin, ou renommer un champ, parce que dans la base de données, je ne sais pas moi, le prix il s'appelle price, et dans le API, le prix il s'appelle my price. Plutôt que de créer une struct dans lequel le champ est appelé une fois price et une autre struct dans lequel le champ est appelé my price, là, c'est juste une hashmap générique. Et renommer un champ dans une hashmap, bah, il y a une fonction de loadage qui permet de le faire. Et donc, je n'ai pas besoin de créer une autre classe et une autre classe qui vont hériter d'une même classe par an, etc. Donc, je gagne en flexibilité. D'un autre côté, ce que je perds, c'est que parfois, dans mon code, je ne sais plus ce que j'ai. C'est-à-dire, j'ai une hashmap et je n'ai pas de moyen de savoir si le champ qui contient le prix s'appelle price, my price, uppercase, lowercase, snake case, kebab case, tout ça. C'est un problème qu'on a pour l'instant, mais qui sera mitigé par le principe numéro 4. Ok, donc là, tu fais peut-être un peu référence à la type safety. Tout à fait. Donc, il n'y a pas du tout de type safety. Il y a autre chose dont on va parler dans le principe numéro 4. Donc, pour l'instant, une fois qu'on applique les deux principes, on a énormément de flexibilité, mais très peu de sécurité. Et bien évidemment, la sérialisation et tout ça, c'est pas du tout un problème. Parce qu'il y a une seule fonction de sérialisation qui est toJSON, qui prend une hashmap et qui renvoie un JSON. Je n'ai pas besoin d'avoir une fonction de sérialisation par classe, par type, etc. Ok. Et on arrive au troisième principe. On arrive au troisième principe, qui est de ne jamais muter les données. Donc les données sont immuables, immutable en anglais, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de raison de muter. Pour la simple et bonne raison qu'une donnée, ça représente un fait concernant le monde, et les faits concernant le monde ne peuvent pas changer. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans le panier du client, il y avait un item, bah, même si quand il ajoute un deuxième item, ça ne change pas le fait qu'une minute avant, il n'y avait qu'un item. Et donc, plutôt que de muter le hashmap qui représente l'état du caddie et de dire bah, j'avais un item, maintenant j'en ai deux, on va avoir deux versions du caddie, une avec un item et une avec deux. Un peu comme ce qu'on fait avec Git. C'est-à-dire que quand je change du code, eh ben, en fait, je crée une nouvelle version du code, un nouveau snapshot, mais qui n'efface pas le snapshot d'avant. Et je peux revenir en arrière, et je peux revenir en avant, etc. On parle de la persistance de la donnée ici ou de la manière dont c'est persisté, de la manière dont c'est traité dans le code? Non, de la manière dont c'est traité dans le code. Pas de la manière dont c'est persisté dans la base de données, ça c'est un autre problème. Mais dans le code, de la manière dont c'est persisté dans le code. On ne mute jamais la donnée, comme ce qu'on fait avec les nombres. C'est-à-dire que quand on a 42 et qu'on ajoute 2, bah, on a 44, mais le 42, il n'est pas devenu 44. On a 42, 2 et 44. Bah, pareil, on a le caddie avec un item et le caddie avec deux items. Mhm. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment on fait? Parce qu'on doit faire des deep clones sans arrêt, on doit sans arrêt copier. Eh ben non, on fait comme Git. Git, il copie pas à chaque commit tout le code. Il fait des patchs. Il fait des patchs, et en fait, il fait pas des patchs. C'est pas exactement ce qui se passe. En fait, il utilise une technique qui s'appelle structural sharing, le partage de structure. C'est-à-dire qu'il crée une nouvelle version de l'arborescence du code, qui est, pour tous les fichiers qui n'ont pas été touchés, qui est exactement la même que la version d'avant, et simplement dans les répertoires et dans les fichiers qui ont été touchés, il va créer une nouvelle version du fichier. Mais la plupart, d'un commit à l'autre, si dans un commit, tu as changé 10 fichiers et que dans ton arbre, tu avais 1000 fichiers, eh ben, tu vas juste créer 10 nouveaux fichiers pour la deuxième version. Mais les 990 fichiers que tu n'as pas touchés, ils vont rester les mêmes et ils vont être partagés par les deux commits. Et donc, on fait la même chose
il y a des data structures qui s'appellent des persistent data structures qui ont été découverts pour Clojure en 2007, mais qui maintenant sont disponibles dans tous les langages. JavaScript, C++, Java, Ruby, Python, C dièse, Scala, partout, quoi. Et qui font ça de façon... nous, dans le programmeur, on n'a même pas besoin de s'occuper de ça. Donc, en gros, on a des opérations de modification de données immuables qui sont avec un coût très bas, et au niveau mémoire, et au niveau CPU. Donc, tout l'écosystème que tu nous dépeins pour commencer, si on veut commencer avec le Data Oriented Programming, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Les librairies sont là pour à peu près tous les langages, voire tous les langages. Tout à fait. Tout à fait. Et je dirais même plus, mis à part le principe numéro 2, qui est d'utiliser des structures génériques, ce principe-là de ne pas muter, par exemple, ou de séparer autant qu'on peut la donnée du code, c'est des choses qui se sont faites, que tous les experts recommandent dans tous les langages. Même en Java, c'est ce qu'on en arrive à recommander. Même en Java, quand c'est possible, on préfère avoir des données qui ne sont pas couplées avec du code et qui sont immuables. Ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'était de prendre une partie des best practices qu'on a à travers tous les langages, qui sont relatifs au traitement de la donnée, et de les packager ensemble comme un paradigme cohérent. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer la raison sous ce principe? Qu'est-ce qui fait que c'est mieux de traiter la donnée de manière immuable plutôt que de changer la donnée? Bon, je vais te répondre par une question. Puisque c'est toi qui veux changer, c'est toi qui dois m'expliquer pourquoi tu penses que ça serait mieux de la changer. Moi, je te dis, on fait comme avec les nombres. Alors maintenant, la balle est dans ton camp. C'est à toi de me dire pourquoi est-ce que tu voudrais avoir le droit de muter une donnée. Ok, j'ai pas un bon exemple ici, mais mettons, j'ai une fonction qui me permet de changer la monnaie que j'utilise, donc la currency. Okay. Donc je reçois un objet qui est en dollars et je veux le convertir en euros, et en sortie, donc je vais changer mon objet pour le mettre en euros. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est une catastrophe, c'est une honte. Je vais retourner sur les bancs de l'école alors. Comment oses-tu? Alors, ce qu'il y a de mal à ça, il y a beaucoup de choses qui sont mal à ça. C'est que imagine que cet objet-là, enfin pas cet objet, cette donnée, elle soit utilisée par une autre partie du code. On va dire, pour faire simple, dans un autre thread en parallèle. Alors là, c'est pas clair comment ton programme va se comporter. Parce qu'au beau milieu, à un certain moment, tu vas dire, hop, le prix, c'est plus 1. Bon, maintenant, le dollar et l'euro, c'est à peu près pareil, donc ça ne changera pas tellement, mais disons que tu passes d'euros en shekel, c'est 3,5, la monnaie israélienne. Donc, tu avais un truc qui coûtait 100, et hop, à un moment donné, hop, le champ, il devient 350. Donc, pour ta fonction, c'est bon, parce que c'est ce qu'elle s'attend. Mais cette donnée-là, elle n'existe pas que pour ta fonction, puisqu'elle n'est pas copiée. Donc, tu as une référence multiple vers la même donnée. Donc, si tu la modifies et que ton code est concurrent et qu'il y a plusieurs threads qui tournent en parallèle, c'est une catastrophe. Ok, donc c'est plus un problème de comment on va manipuler la donnée derrière, et le fait que on s'attend à de la parallélisation dans le code. Ouais. Ce serait plus séquentiel, je veux dire, il y aurait moins de problèmes. Non, alors pardon, en JavaScript qui est pas multithreaded, mais qui est avec des callbacks. Alors, ok, donc deuxième objection, quel problème il y aurait? Il y aurait un problème de... Quand tu lis du code, tu as ton code. Tu as une fonction, et la fonction, disons, elle a 5 lignes, elle appelle la fonction foo, la fonction bar, foo2, bar2, bar3. Si la donnée est immuable, tu as la garantie que si au début du code, tu as A égale objet vide par exemple, tu peux être sûr que même à la fin de la fonction, l'objet sera toujours vide. Tu n'as pas besoin de voir chaque étape et de vérifier est-ce que chaque étape a modifié le code ou pas. Pour déterminer l'état de la donnée à la fin de la fonction, tu n'as pas besoin de lire le code des fonctions intermédiaires. Alors que toi, dans ton approche, si tu autorises les fonctions à modifier des données, tu as A égale quelque chose, à la fin de la fonction, tu n'es pas sûr que A égale la même chose. Parce que peut-être qu'il y a une fonction au milieu à laquelle tu as passé A qui a modifié ou pas modifié. Et d'ailleurs, tous les développeurs JavaScript ont ce problème. Quand tu utilises la fonction push, qui ajoute un élément à un tableau,
j'arrive jamais à me rappeler, est-ce que ça modifie le tableau original ou est-ce que ça modifie pas le tableau original? Et même si tu t'en rappelles, tu n'es jamais sûr, il faut lire la doc, et ça, c'est une fonction native. Mais si c'est du code custom, qui est mal documenté ou qui est partiellement documenté, tu dois te retrouver à lire du code pour savoir est-ce que ma donnée a été touchée ou pas. Mhm. Alors que quand la donnée est immuable, et pas simplement immuable par convention, immuable comment dire, par le code, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de la muer, c'est beaucoup plus facile de lire du code, quoi. Et tu n'as pas besoin de lire toutes les étapes intermédiaires pour comprendre ce qui se passe avec ta donnée. Et troisième point, je donne un petit use case sympathique, un peu comme Git. Imaginons que tu veux écrire un éditeur de texte et que tu veux implémenter undo. Comment on dit undo en français? Défaire. Défaire, pour CTRL-Z, ce qu'on appelait à l'époque. Et bien, avec l'approche dans laquelle la donnée est immuable, donc je vais garder tous les snapshots des états de mon éditeur dans un tableau. Donc j'aurai l'état de mon éditeur de texte à T0, l'état à T1, l'état à T2, l'état à T3. Et chaque état, c'est un objet qui est indépendant des autres. Et à ce moment-là, si je veux faire undo, je dois juste revenir à l'état T-1. Et ma donnée, elle est, vu qu'elle n'a pas été... Comme sur Git, quoi. Si tu veux revenir dans un commit en arrière, tu n'as pas besoin de recalculer, de défaire les patchs, etc. C'est juste modifier un pointeur. Donc c'est encore un petit quelque chose dont on bénéficie. Mais je pense que la vraie raison, ça, c'est j'ai donné des raisons pragmatiques. Mais pour moi, il y a une raison beaucoup plus fondamentale, qui est que les données ne changent pas. Dans le monde, les données ne changent pas. Le prix, à un moment donné, le prix d'un objet, il est fixe. Même si le prix change, ça ne change pas le prix qu'avait l'objet un jour plus tôt. Donc j'ai une nouvelle donnée qui représente le prix à un temps T1. Mais le prix au temps T0, il reste le même ad vitam aeternam. D'accord. Ta donnée, c'est un événement, et donc un événement, c'est immuable. C'est arrivé, ça structure, et tout ce qu'on peut faire, c'est faire une nouvelle version avec ce qui a changé. Tout à fait. La seule bonne raison pour laquelle on pourrait, et je pense pour laquelle les programmeurs se sont autorisés à modifier des données, c'est qu'on avait un problème de performance. C'est que jusqu'en 2007 et l'avènement de Clojure, il n'y avait pas de data structure qui permettait de manipuler les données de façon immuable sans problème de performance. Et donc à ce moment-là, si plus ou moins l'option, c'était de faire des deep copies à chaque fois. Donc on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Ça coûtait trop cher. Donc on s'est autorisé à muter. Mais vu qu'aujourd'hui, cette contrainte n'existe plus, comme je l'ai dit, il y a des data structures qui sont avec des librairies disponibles dans tous les langages, qui sont presque aussi performantes que les data structures muables. Donc il n'y a aucune raison de ne pas utiliser les data structures immuables. Ok. Et je crois que ça nous fait le troisième principe. Tout à fait. Qui nous amène le troisième. Au quatrième. Et donc le quatrième, c'est le principe qui dit c'est bien beau tout ça. Si on veut faire un petit POC, c'est sympathique, on a une donnée, on crée un HMAP, on la passe, etc. Mais quand on travaille pour de vrai dans une équipe avec plusieurs développeurs, avec du code qui grandit et qui grandit et qui grandit, si on ne connaît pas le type de la donnée, eh ben, on vit dans la jungle. Et on ne sait pas quels sont les noms des champs. Alors, on doit documenter, et la documentation, comme vous savez, elle ne reste jamais synchronisée avec le code. Ou alors, on met des breakpoints et on observe la valeur des données pour essayer de deviner quels sont les champs, etc., etc., etc. Donc, on a un problème de scalabilité de développement. Et donc, le quatrième principe vient régler ça. Il dit, on veut des schémas de données, mais on ne veut pas que ces schémas de données soient imbriqués avec la donnée. C'est-à-dire qu'on a la donnée d'un côté, le schéma de la donnée de l'autre, et quand on veut, on valide qu'une certaine donnée est conforme avec un certain schéma. Et donc, je peux dire, moi, ma fonction, je ne sais pas moi, checkout, elle s'attend à recevoir un caddie, et le caddie, je m'attends à ce qu'il ait les champs, tac, 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 user, time, price, items, etc. Mais ce n'est qu'une contrainte de ma fonction. Le caddie lui-même, c'est une donnée. Et le type de la donnée, je préfère dire le schéma de la donnée, il ne fait pas partie de la donnée. Il est découplé de la donnée. C'est un peu comme des lunettes.
Je vois que les deux, vous portez des lunettes, Mmh. moi, j'en porte pas. Donc, vous allez peut-être mieux comprendre que moi. Il y a la réalité et il y a les lunettes avec lesquelles j'observe la réalité. Des fois, je voudrais avoir des lunettes qui corrigent la vue. Des fois, je voudrais avoir des jumelles. Des fois, je voudrais avoir des lunettes sans verre. Mais les lunettes, je ne veux pas les poser sur la réalité. Il y a la réalité qui existe, que j'ai mes lunettes ou que je ne les ai pas. Que je mette des lunettes roses, des lunettes bleues, des lunettes rouges, des lunettes pour myope, des lunettes comme ci, comme ça. La réalité, elle ne change pas. Donc, les types ou les schémas, c'est comme des lunettes qui me permettent d'apprivoiser la réalité. Mais je ne prétends pas changer la réalité. Alors qu'avec les types, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, c'est un peu prétentieux en fait. On dit, moi j'ai créé une classe, user, et je vais la superposer sur la réalité. Je prétends que la réalité, c'est une classe user. Et c'est un peu ce qu'on nous a endoctriné avec la programmation orientée-objet. C'est-à-dire que les objets existent dans le monde réel. La réalité, elle est faite d'objets. Et là, c'est une approche beaucoup plus humble qui dit non, il y a la réalité que je ne maîtrise pas. La réalité, c'est-à-dire mes données telles qu'elles existent à l'extérieur de mon programme. Et dans mon programme, pour apprivoiser cette réalité qui est parfois trop complexe, je vais avoir mes petites lunettes, des schémas de validation de données et non de représentation de données. Et à la carte, c'est moi qui choisis en tant que programmeur quand est-ce que je veux valider, quand est-ce que je ne veux pas valider. Je ne suis pas obligé de tout le temps valider. Et donc le principe, je l'appelle séparation entre la donnée, entre la représentation de la donnée et la validation de la donnée. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et comme tout bon design, on préfère avoir les choses qui sont modulaires et séparées plutôt que d'avoir les choses imbriquées l'une dans l'autre. Ok, donc on revient un peu à ce sujet de type safety dont on parlait tout à l'heure, Ouais, qu'on peut implémenter de cette manière, et là qui n'est pas embarqué dans l'objet en lui-même, mais qui est souhaité d'une certaine manière, qui est imposé parce que je l'ai voulu. tout à fait. Et la data, initialement, elle est pure, et le problème de type safety vient après, grâce à l'implémentation de ce pilier-là. Tout à fait. Un endroit où je peux l'illustrer facilement, c'est si je veux implémenter un serveur HTTP, un API, qui reçoit une donnée. Alors, je vais exprimer mon schéma de données. Il y a un très joli langage qui s'appelle JSON Schema, qui existe depuis plusieurs années. C'est standardisé, etc. Dans mon JSON Schema, je vais exprimer que mon caddie il doit avoir tel champ, le champ user ID qui est un string, le champ items qui est un tableau, le champ price qui est un prix, qui est un integer positif entre inférieur à 1 milliard, on va dire, parce que dans mon magasin, je ne veux rien qui coûte plus d'1 milliard, etc., etc. Chose que je ne peux pas exprimer avec mes types statiques. Je ne peux pas créer un type pour un nombre qui est entre 0 et 1 milliard. Je peux juste créer un type pour peut-être un positive integer. Et là, si par exemple j'ai une date, une année, je peux dire que l'année, ça doit être entre 0 et 2023, si c'est le moment présent. Ces choses-là, je ne peux pas les exprimer avec les types statiques. Donc avec mes types dynamiques, avec mes schémas de type dynamique, je peux exprimer tout ce que je veux. Donc j'exprime le schéma de mon API avec un langage comme JSON Schema. Et dès que dans un middleware ou dans un handler qui implémente le traitement de la donnée, première chose que je fais avant de traiter ma donnée, je vérifie que ce que le user m'a envoyé, le JSON qu'il m'a envoyé, je le désérialise dans un premier temps en un hash map. Et puis après, automatiquement, je le valide avec mon JSON Schema. S'il est valide, je passe et je traite la donnée. S'il n'est pas valide, je renvoie à user une erreur et je lui explique il manque tel champ ou tel champ n'est pas valide, etc. Donc, ta représentation de la donnée, elle te sert qu'à valider. Donc, tu manipules pas la donnée au travers de ton schéma. Pas du tout. Enfin, exactement, je veux dire. Pas du tout, je voulais dire exactement. Et puis après, libre à moi. Si dans d'autres fonctions, si je passe par exemple ce que le user m'a renvoyé à une fonction générique qui veut renommer un champ, alors vu que c'est une fonction générique, elle n'a pas besoin d'exprimer, ça serait absurde d'exprimer quel champ elle s'attend à ce qu'il y ait, puisqu'elle peut travailler sur n'importe quelle donnée. Mais si après je la passe à une autre fonction qui, elle, s'attend à recevoir un caddie avec un champ en plus que j'aurais ajouté, alors là-bas, je peux de nouveau exprimer le schéma de ma donnée. Donc c'est découplé. J'ai la représentation de la donnée d'un côté et le schéma de la donnée de l'autre. Et libre à moi, programmeur, de décider quand est-ce que je veux valider et quand est-ce que je ne veux pas valider. Alors moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas un risque d'introduire des bugs dans la mesure où cette validation n'est pas imposée? Elle doit être
penser. Tout à fait. Ok, donc c'est un coût quand même à avoir en tête, Ouais. cette décorrélation. C'est-à-dire, oui, c'est pas forcément la silver bullet. Il faut aussi penser, voilà, quand on fait du DOP, qu'il y a des coûts. Mais quand on compare ça avec la flexibilité que l'on gagne, je pense qu'on est gagnant. Et comme l'a si bien dit quelqu'un de la communauté Clojure avec qui on a posé cette question, il a dit: je veux pour preuve que j'ai raison. Mmh. C'est-à-dire, si vous aviez raison, alors toutes les librairies open source en Java, elles devraient avoir zéro issues sur GitHub. Il ne devrait jamais avoir de bugs. Si le type safety était un moyen d'éliminer les bugs, ça se saurait, en gros. C'est-à-dire, ça élimine un certain type de bug, c'est ça ce que je veux dire. Et donc, ce petit type, encore une fois, c'est la claim de la data oriented programming, c'est que le pourcentage de bugs que le typage statique élimine, dans le contexte ce qu'on appelle des information systems, il n'est pas si grand. Et donc, perdre ma flexibilité pour gagner cette sécurité sur un si petit pourcentage de bugs, ça ne vaut pas le coup. Ok. Voilà, c'est libre. Le choix est libre aux Le choix est auditeurs. libre, tout à fait. Et encore une fois, si tu veux écrire un compilateur, je ne te conseille pas du tout d'utiliser la DOP. Parce que ce n'est pas fait pour ce type de programme. Ou si tu veux créer un engin de simulation physique, pareil. Quand c'est toi qui crée la donnée et qui la consomme, tu n'as pas besoin de ça. Et quand tu la crées et tu la consommes, tu sais exactement ce que tu as. Tu n'as pas de surprise. Donc là, c'est très avantageux de tout typer. Quand ce n'est pas toi qui crée la donnée, alors là, on veut de la flexibilité. Alors, Stéphane, moi, j'ai une question à toi, Jonathan, mais d'ordre global vis-à-vis de l'objectif de la DOP. Là, si je rappelle le premier principe qui était Separate Code from Data, moi, ça me pose la question forcément. Alors, full disclaimer, je viens du monde Java. Ouais. C'est voilà, cette perte d'encapsulation, pour moi, c'est potentiellement perdre la capacité de donner une expressivité à mon code, le rendre intelligible, compréhensible humainement. Tu faisais une citation, bah, moi aussi j'en ai une autre, c'est celle de Martin Fowler qui dit « N'importe qui est capable d'écrire du code qu'un ordinateur va comprendre. Par contre, les bons programmeurs vont écrire du code qu'un humain va comprendre. » Et pour moi, cette expressivité de l'objet, c'est quand même quelque chose d'important qui va me permettre d'exprimer un domaine business et pas que du technique. Un peu comme, j'imagine, avec Lodash, tu décrivais un certain nombre de méthodes qui me permettaient de faire du merge, qui me permettaient de faire du filtrage, mais dans ces expressions-là, je ne vois plus le business. Et c'est ça qui m'inquiète un peu avec le DOP. Ok, alors il y a deux questions dans ta question. Oui. Je vais répondre à la deuxième que tu as posée, qui est plus facile. Donc ça serait ma crainte de perdre l'expressivité, c'est ça? Ouais. Si j'utilise que des fonctions génériques, à la fin, mon code, je ne sais plus ce qu'il fait. Je vois qu'il fait filter, reduce, map, group by, mais je n'ai pas exprimé ce que c'est. Très bonne question, mais la DOP ne préconise pas du tout de laisser à outrance émerger toutes ces fonctions génériques. Un peu comme des regular expressions. Si tu as une regular expression avec des points, des étoiles, des rectangles et des machins, et que tu ne nommes pas, tu ne donnes pas un nom de variable, au moins, à cette regular expression, ton code, il est illisible. Donc là, c'est pareil. Si j'ai une fonction qui manipule ma donnée et qui je sais pas moi, qui vérifie est-ce qu'un caddie ou est-ce qu'un achat est fraudulaire ou pas, et que pour ça, je dois utiliser map, reduce, filter, machin, bien évidemment que dans les étapes intermédiaires, je vais les nommer avec des fonctions qui, dans le nom, expriment non pas l'implémentation, mais le quoi, non pas le comment, mais le quoi de la fonction. Donc, si j'ai une fonction qui va valider, je ne sais pas moi, la géolocalisation du caddie, et pour ça, je dois utiliser des fonctions compliquées de Lodash, bah, je vais de toute façon les exposer avec une fonction qui s'appellera validate geolocation. Donc ça, de toute façon, je le fais. Ce que je dis, c'est que au niveau de l'implémentation, les fonctions internes que je vais utiliser pour implémenter ma fonction business, je préfère qu'ils soient génériques. Mais ma fonction business, je ne veux surtout pas qu'elle soit générique. Je veux qu'elle soit intelligible, et par son nom, et par sa signature. Et sur la fluency, alors ouais, voilà, donc peut-être ça, c'est la question facile. Oui. Ça, c'est un principe qui est applicable dans n'importe quel type de programmation.
C'est qu'on veut donner des noms aux choses, en fait. Mmh. Il y a un exemple que je donne dans le livre, quand j'explique ce principe, dans le chapitre, je crois 13 ou 14. À un moment, dans le livre, il y a 2 protagonistes. Il y a le mentor et celui qui apprend. Et quand ils abordent ce sujet, à la fin, il lui dit, bon, tu m'as bien pris la tête. Je t'invite maintenant à aller boire avec moi un liquide de couleur obscure que l'on extrait généralement par percolation et qui est un peu chaud. Du café? Ah, tu veux m'inviter à prendre un café? Oui. Ok, alors effectivement, la description qu'il a donnée, liquide, chaud, obscur par percolation, c'est l'implementation detail, c'est le comment. Mais quand on parle entre humains, on parle jamais au niveau du comment, on parle au niveau du quoi. Et si on n'est pas capable de donner des noms et d'appeler un café, eh ben, on galère en communication. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi et je ne pense pas qu'il y a de différence entre functional programming, object-oriented programming ou data-oriented programming. Maintenant, la deuxième question, elle est plus délicate, qui est l'encapsulation. Alors, je vais même explorer encore plus la question pour essayer après d'y répondre. Si on a des fonctions, ce que j'ai dit dans le principe numéro 1, c'est qu'on sépare le code de la donnée. Et donc, en fait, on a des fonctions, toutes sortes de fonctions et toutes sortes de données. Donc, les fonctions, imaginons, à droite et les données à gauche. Là, je suis en train de bouger mes mains, mais vu que c'est un podcast, personne ne voit. Et donc, après, la question se pose, mais alors, quelle fonction est capable de recevoir quelle donnée? Exactement. Moi, j'ai une donnée maintenant, mon caddie, et je veux vérifier est-ce qu'il est valide. Où est-ce que je trouve la fonction isValidCart? Où est-ce qu'elle se trouve? Mmh. Quand j'étais en objet, en programmation orientée objet, le caddie, il fait partie d'une classe, la donnée du caddie fait partie d'une classe, et les méthodes de manipulation du caddie font partie de la même classe. Donc, je sais où les chercher. Donc, c'est une très bonne question. Et là, la réponse que je donne, je vais donner 2 parties à la réponse, mais la première partie, c'est c'est une question d'organisation de code. Ce qui remplace, si tu veux le faire vraiment en pur orienté objet, tu vas avoir une donnée caddie et tu vas avoir une classe caddie. Et cette classe caddie, elle aura les fonctions isValid, changeCurrency, etc., etc. Et donc, quand tu as un caddie, pour savoir avec quel morceau de code tu peux manipuler ton caddie, tu vas avoir la classe qui s'appelle caddie. Et le fait que la donnée caddie ne fasse pas partie de la classe caddie, c'est pour ça qu'on dit caddie ou je suis en train de me rendre ridicule? Ouais, caddie, le cart. Waouh, panier, mais caddie, c'était. Panier, ok, panier, caddie, Jacques a dit, panier. C'est juste, donc on perd un tout petit peu d'encapsulation, mais les fonctions sont toutes ensemble. Elles pourraient être complètement délocalisées. On pourrait avoir une seule classe avec toutes les fonctions de tout le code et prétendre faire de la programmation orientée données, mais là, effectivement, ça serait un gros bazar. Mais la programmation orientée données ne dit pas qu'il ne faut pas modulariser le code. Donc, si on est en JavaScript, on a des modules. Si on est en Clojure, on a des namespaces. Et si on est en Java, on a des classes. On dit juste qu'elles n'ont pas d'état. Maintenant, la deuxième partie de la réponse, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Alors, ce qu'on gagne avec ça, et c'est ce que beaucoup de lecteurs m'ont dit, c'est que quand ils travaillaient, eux, en programmation orientée objet, classique, traditionnelle, quand ils voulaient écrire des unit tests, c'était très embêtant. Parce qu'ils avaient l'impression que pour écrire un test, il fallait créer l'état de tout le système pour pouvoir le passer à n'importe quelle fonction. Alors que là, je reprends mon exemple, si ma fonction validation de caddie, elle va vérifier un seul champ du caddie, qui est le champ price, on va dire, je dis n'importe quoi, et je pourrais même tester cette fonction sans avoir besoin de créer un caddie entier avec user ID, item, la date, la météo, tout ce qu'il y a dans mon vrai caddie. Et donc, ça me donne beaucoup plus de malléabilité. Si je sais que certaines fonctions n'utilisent pas toutes les données de ma classe, je gagne en modularité de testabilité, en ce que j'ai appelé tout à l'heure en flexibilité. Donc, on perd un tout petit peu en rigueur, on va dire, parce que l'erreur devient possible, alors qu'en orienté objet, elle était impossible, mais on gagne en flexibilité. Et comme vous l'avez compris, je ne prétends pas qu'on gagne sur tous les plans et que c'est un trade-off comme beaucoup de choses dans la vie. On perd quelque chose pour gagner autre chose. Si tu me permets de rebobiner un tout petit peu, parce que tu m'as un peu perdu donc en disant évidemment que ça ne se prêtait pas à tous les scénarios. Maintenant, je vois très bien un scénario donc où j'ai pas la donnée, c'est-à-dire j'écris un tableur en ligne et donc là je sais pas du tout quelle donnée je vais avoir
Par contre, dans le cas d'un site marchand, d'une certaine manière, est-ce que je ne connais pas un peu ma donnée ou justement quand j'ai un caddie, je sais exactement Ouais. à quoi il ressemble. Alors, est-ce que tu peux me dire les use cases qui s'y prêtent mieux et ceux qui s'y prêtent moins? Les sites marchands, ça s'y prête complètement. C'est le nom de code, c'est système d'information. Dans les systèmes d'information, ça s'y prête complètement. Et ce que j'appelle un système d'information, ce sont des systèmes où les programmes qui traitent la donnée ne sont pas les créateurs de la donnée. C'est-à-dire que la donnée vient de l'extérieur. La donnée traverse à travers nos programmes. Donc, dans un site marchand, on va avoir un front-end, un back-end et un data pipeline et une base de données, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de process ou de composants software qui vont traiter le même type de données. Et la donnée n'appartient à aucun d'entre eux. Elle va voyager. Donc, je vais essayer maintenant d'expliquer la pertinence de la programmation orientée données pour un site marchand, disons pour le back-end qui reçoit le caddie ou le panier et qui doit le valider. Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre un exemple pas simple. Prenons un exemple simple. Imaginons que dans certains cas, que ce soit parce qu'il y a un bug ou parce que l'utilisateur a fait quelque chose de bizarre, dans mon panier, je me retrouve pas seulement avec le ID et le prix des produits qui ont été achetés, mais avec tout le détail. Disons que c'est un site avec des bouquins, le ISBN, le nombre de pages, l'auteur, toutes sortes de trucs qui sont pas importants pour le caddie, ou certains sont importants, d'autres sont pas importants. Alors, si je vais dans l'approche statique, alors quand je vais devoir écrire le type de mon caddie, alors je vais devoir penser à toutes les combinaisons. Je vais devoir dire j'ai un livre et je dois typer le livre. J'ai un téléphone et je dois typer le téléphone. Et je dois dire que dans mon caddie, dans item, j'ai le droit d'avoir ou un livre, ou un téléphone, ou un produit électronique. Et je vais créer toute une hiérarchie de classes qui peuvent être intéressantes dans certains contextes, peut-être dans la gestion du catalogue. Mais dans mon traitement du panier, ce qui m'intéresse, c'est que le prix. Et je vais m'embourber de toutes sortes de types qui ne me servent à rien, juste pour pouvoir avoir le droit de passer la donnée. Alors que quand j'utilise des structures génériques, je vais être capable de spécifier uniquement comment valider les champs qui m'intéressent. Et s'il y en a en plus, c'est pas grave, je les laisse passer. Donc encore une fois, je gagne en flexibilité. Ce qu'on est en train de dire, j'ai l'impression avec, l'exemple que tu nous cites, qu'il ne faut pas penser en fait le DOP comme, quelque chose d'exclusif quand on va programmer, mais que ça peut vraiment se penser de concert avec, de l'oriented, programming, object, mais qui serait sur une autre partie de ton applicatif. Tout à fait. Tu as bien ressenti ce que j'ai exprimé entre les lignes. Mmh. Et encore une fois, les 4 principes, on n'est pas obligé de les prendre tous. Récemment, il y a un gourou Java qui s'appelle Brian Gates qui a écrit un article qu'il a appelé Data Oriented Programming in Java. Et lui, il a une autre approche qui n'est pas exactement la même que la mienne. Il est d'accord pour le principe numéro 1, séparer la data du code en Java. Il est d'accord avec le principe numéro 3, qui est de ne pas muter la donnée. Par contre, il n'est pas d'accord avec le principe numéro 2 et 4. Lui, il préfère avoir des structures non génériques pour représenter la donnée. Mmh. Et il y a des choses depuis Java 14, il y a les data classes, les data records, qui sont des classes, comme des classes, uniquement avec des données et qui sont immutables, sérialisables, facilement instantiables, je ne sais pas comment dire. Donc, c'est une autre façon de faire de la data oriented programming. Et on n'est pas obligé, si on veut. Moi, mon principal objectif en écrivant ce livre, c'était d'éveiller la curiosité du lecteur et de dire il y a certaines choses qu'on m'a fait croire que c'était la seule façon de programmer. Et j'ai envie un peu de déconstruire tout ça et de dire attends, ok, c'est vrai qu'en général, mon data et mon code, ils viennent ensemble, mais est-ce que c'est vraiment opportun? Est-ce que j'y gagne? Est-ce que j'y gagnerais pas aussi à pouvoir avoir du data qui vit tout seul? Est-ce que des fois, ça serait pas intéressant d'avoir du data que je ne veux pas typer? Ne serait-ce que pour écrire un petit programme. Allez. Non. Tout data doit être typé, doit être dans une classe, doit être dans un truc, doit être dans un... Comme on dit, tu voulais la banane et tu t'es retrouvé avec la banane, le singe et la jungle. Non, des fois, tu veux juste une banane. Et on peut faire beaucoup de choses avec une banane.
Mais dans ce que tu décris, j'ai l'impression aussi que ça vient. La raison derrière le data-oriented programming, c'est un peu que il y a une façon de programmer qui a l'air d'être assez idiomatique à Java, mais c'est pas forcément le cas dans tous les langages. Je veux dire, il y a des langages qui permettront peut-être beaucoup Ouais, plus facilement d'implémenter cette façon de faire que d'autres. Et Java, ça m'a l'air d'être, en tout cas enseigné, ou alors la meilleure manière de commencer, c'est peut-être de faire un tout, mais j'en sais rien. Mais c'est un peu en réaction de la manière dont on fait idiomatiquement, on va dire, dans Java. ouais. Alors, encore une fois, je vais répondre sur deux plans. Je vais prendre d'abord l'exemple de JavaScript. JavaScript, c'est un langage qui a plusieurs avantages. D'abord, il est partout. Back-end, front-end, IoT, desktop, enfin, il est partout. Et deuxièmement, il est très malléable. Il contient tous les paradigmes. Il est fonctionnel, il est objet, avec TypeScript, il est plus ou moins typé, ou il n'est pas typé. Donc, on peut vraiment tout faire avec JavaScript. C'est pour ça que j'ai choisi ce langage pour illustrer. C'est le langage que j'ai utilisé dans pratiquement tous mes exemples dans mon bouquin. Donc, d'abord, en JavaScript, tout est idiomatique, en fait. Donc, ça lève une objection, la première objection que Stéphane, que tu as posée. Maintenant, en Java, effectivement, c'est plus challenging de représenter des données avec des HMAP, avec des string maps. Bien que le langage évolue dans ce sens, on arrive presque à utiliser des literals, des accolades pour créer des HMAP en Java. On y arrive presque. Et je pense que dans quelques années, ils y arriveront. Et en Java aussi, le langage évolue. C'est un langage assez standardisé, donc c'est dur de le faire évoluer, mais il évolue. J'ai donné l'exemple des data records, qui sont depuis Java 13 ou 14. Donc ça permet déjà de goûter un peu à la programmation orientée données. Et j'ai découvert, il y a 2 semaines, j'ai une belle surprise. Je travaillais au boulot j'ai dû utiliser un driver Java MongoDB. Et j'ai découvert que depuis la version 4 du driver, eh ben, le driver, il est orienté données. C'est-à-dire que quand on veut MongoDB, quand on veut storer un objet dans la base de données, on n'a plus besoin de créer un objet spécial Mongo et de faire set ID, set user, set item, d'utiliser des méthodes pour créer l'objet qu'on veut storer. On peut tout simplement créer une string maps et la convertir en un BSON document. Et le BSON document lui-même, il hérite de la string maps. Donc ça veut dire que Java va dans ce sens aussi. C'est tellement simple de manipuler de la donnée que ça devrait être le default. Ça devrait être, le premier interface devrait être générique. Et puis quand ça suffit pas, quand on a besoin de safety ou d'autres choses, alors on le rajoute. Et j'ai l'impression que le monde a commencé à l'envers. On a commencé par le truc qui te donne toutes les garanties et qui est complexe, en ignorant cette complexité. Et on utilise cette complexité partout. Et quand on veut faire le truc simple, qui est peut-être un peu plus naïf, on ne peut pas le faire. Alors que logiquement, on aurait dû commencer par le truc naïf et puis dire, OK, j'ai ma fondation qui est naïve, qui est simple, qui est malléable, qui est flexible. OK, mais ça ne suffit pas. Ici et là, je veux rajouter de la sécurité, mais au-dessus, cette couche de sécurité aurait dû être au-dessus de la couche de simplicité. Alors que là, on se retrouve à essayer de pouvoir... C'est un peu comme si, imaginez en Java, il n'y avait pas de nombre. Imaginez qu'il n'y avait que des classes integer. Et on ne pouvait pas écrire 1, 2, 3 dans le code et faire 12 plus 13. On aurait dû faire new integer 12 point plus new integer 13. Ça aurait été aberrant. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que, étant donné que quand Java a été créé, manipuler des nombres, c'était un prérequis. Un scénario classique dont tout le monde avait besoin. Mais personne n'a dit attends, mais pourquoi tu valides pas que ton nombre il est plus petit que 12, plus petit que 20, pair, impair? Ça n'intéresse personne, ça. Il n'y a aucune, même en Java, il n'y a personne qui écrit une classe et qui dit ma classe, dans le constructeur, elle reçoit un nombre qui est pair. Même si on sait qu'il est pair, la validation de la parité du nombre, elle va être à l'intérieur du constructeur. Elle ne va pas être dans la signature de la fonction. On ne va pas créer un objet even numbers. On va avoir un integer et on va valider qu'il est pair ou impair. Et je pense qu'en 2022, la donnée doit avoir au moins les mêmes droits que les nombres. C'est-à-dire d'être manipulée comme ça. On devrait avoir le droit de le faire. Je ne dis pas qu'on doit toujours le faire, qu'on ne doit pas être limité à ça. Mais on devrait avoir le droit de le faire. Si dans ma business logic, dans mon cas,
je veux ajouter des sécurités en plus, ok, je vais les ajouter. Mais je ne veux pas être obligé de les ajouter. Je ne veux pas avoir un langage ou un paradigme de programmation qui m'empêche. L'exemple que je donne aussi, c'est comme un correcteur de texte. C'est génial un correcteur de texte. Google Docs, je tape, Grammarly, je tape, il me corrige. Mais imagine un correcteur de texte qui ne te laisse pas taper un caractère si ton mot n'est pas valide. Il ne te laisse pas le taper. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu devrais taper toutes les lettres à la fois. Tu écris merci, tu dois écrire les 5 lettres à la fois. Ou alors il te laisse qu'un quart de demi-seconde pour... parce que tu veux valider. C'est vrai que dans ma lettre pour le président de la République, je ne veux pas avoir de faute d'orthographe. C'est inadmissible. Je veux cette validation. Mais pendant que je l'écris la lettre, je cherche, j'explore. Peut-être que je vais écrire merci avec un E à la fin, avec un S. Je vais me tromper. Peut-être merci, ça va devenir commercial. Je veux pouvoir jouer un peu. Et moi, décider quand est-ce que je vais valider ou pas. Et les correcteurs de texte, ils font ça très bien. Ils te mettent une petite vague en dessous et tu dis attention, là, je te conseille de corriger. Alors, je vais me dire oui, des fois, je termine mon document et je le sauvegarde et j'ai oublié de valider. Ok. C'est un problème d'outil, ce que je veux dire. Ce n'est pas un problème fondamental. On peut faire un plugin pour Google Docs qui ne me laisse pas partager un document tant qu'il n'a pas été validé. C'est un outil. Mais fondamentalement, le texte a le droit d'exister, même sans être validé en français. Il a le droit d'exister. Après, dans mon cas précis, je veux le valider, mais c'est quelque chose qui vient au-dessus. Et je pense que c'est l'approche que je préconise. Et ce n'est pas moi qui la préconise. Clojure, ce n'est pas le langage le plus populaire du monde, mais ce n'est pas non plus le moins populaire. Il y a des dizaines de milliers de développeurs Clojure. Dans toutes les grosses boîtes, il y a au moins quelques projets qui sont faits en Clojure. Il y a plein de produits populaires qui sont écrits en Clojure. Donc, c'est-à-dire que on peut écrire du code et il n'y a pas plus de bugs dans les produits Clojure que dans les produits Java. Par contre, les produits Clojure, en général, ils sont développés plus rapidement que les produits Java. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une approche qui a fait ses preuves. Je ne l'ai pas inventée. J'essaye juste d'expliquer la logique de cette approche. Mais ça perturbe parce qu'on a été tellement, et moi-même, on a été tellement endoctrinés par les types, les classes, les objets, que c'est la seule façon d'appréhender le monde, que quand quelqu'un vient et dit « Attends, c'est possible sans, tu peux 2 secondes enlever tes lunettes. » Waouh! Et tu as toujours la capacité de les remettre, ces lunettes, et c'est en fonction du contexte que tu souhaites appliquer. Exactement. Dans les langages aujourd'hui, justement, est-ce que... Donc, tu dis Clojure, c'est le langage qui est vraiment fait pour ce type de programmation. Java, c'est un peu l'opposé. Il faut le tordre un peu. Est-ce que tu vois dans les langages qui sont créés plus récemment, Go, Rust, choses comme ça, qu'on va plus facilement vers ces paradigmes que vers le monde Java? Ouais. Alors, là où je vois ça dans TypeScript. Parce que TypeScript, il a un truc intéressant, c'est qu'il te permet de typer. Il a 2 choses intéressantes dans ce contexte TypeScript. C'est qu'il te permet de typer à la carte. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de tout typer. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu types et qu'est-ce que tu types pas. Et tu peux dire ici, je type pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est que dans le runtime de TypeScript, c'est JavaScript. Donc, dans le runtime, il n'y a pas de type. Les types n'existent pas en runtime. Donc, c'est un peu une façon d'appliquer le principe numéro 4. C'est-à-dire que la donnée n'est pas couplée avec son schéma. Ce sont 2 entités différentes. Au moment de la compilation, je les mets côte à côte. Donc, TypeScript m'empêche de faire des erreurs de typage. Mais en runtime, TypeScript ne m'embête pas. Et deuxième exemple, j'ai un langage plus récent sur lequel j'ai pas travaillé, mais j'ai écrit quelques articles à propos du langage, parce qu'il est assez orienté données. C'est un langage qui s'appelle Ballerina, qui est un langage qui est destiné aux développeurs Java et qui prétend que pour certains types de programmes, comme les information systems, on pourrait avoir quelque chose qui est aussi bien que Java, mais qui n'a pas les désavantages de Java. Et une des choses qu'ils ont là-bas, c'est qu'ils ont un système de type, un type system, qui est ni statique, ni dynamique, mais qui est flexible. Flexible type system, c'est un concept, vous pouvez chercher sur Wikipédia. Et une des choses qu'on peut faire, par exemple, et j'ai trouvé ça génial, c'est que, donc d'abord, comme en TypeScript, on peut décider ce qu'on type et ce qu'on ne type pas. Mais même quand on a typé quelque chose, je reprends mon exemple de mon caddie, de mon panier. Donc, j'ai mes champs, ID, item, price, etc., total, machin. Ça, je le type. Mais j'ai la possibilité d'ajouter des champs qui ne font pas partie de mon typage. Comment ça? Alors, si j'ai mon carte et je fais carte.foo, alors le compilateur, il me dit « Hey, foo n'existe pas ». Mais moi, je lui dis « Non, mais je sais qu'il n'existe pas, mais j'aimerais quand même ajouter foo parce que c'est un truc juste pour moi ».
Alors, ils ont une syntaxe qui est la square bracket, comme en JavaScript. Donc, square bracket, guillemets, fou. Et là, ça dit au type system, laisse tomber. Je te bypass. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que ça permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Mmh. C'est-à-dire que quand je veux bypasser mon type system, je le fais de façon explicite. Et il doit y avoir une bonne raison pour ça. Et donc, c'est juste un petit truc de syntaxe sympa qui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Super. Bah écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant en tout cas de découvrir la DOP. Donc évidemment, on mettra le lien vers ton livre dans les notes de l'épisode. Merci aussi Ismaël pour m'avoir prêté main forte pour cet épisode. Avec plaisir. Merci. Retrouvez Yonatan sur Twitter @vibel, VIEBEL, et son livre sur manning.com/books/data-oriented-programming. N'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de l'épisode sur Twitter, et dans le cas où vous l'avez adoré, de mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Vous vous demandez peut-être comment quelqu'un qui est né en France peut écrire un livre en anglais. Et quelqu'un qui était surtout un mauvais élève en anglais à l'école. Bah alors c'est vrai, comment tu peux écrire un livre en anglais alors que t'as été à l'école française? Alors, deux choses. D'abord, le manuscrit il y a un éditeur qui le revoit et qui le corrige et qui le rend beaucoup plus idiomatique en anglais. Donc, c'est une première chose. Mais bon, il faut quand même arriver à ce que les premiers lecteurs comprennent, quoi. Donc, c'est beaucoup de travail psychologique et de décomplexification et de dire, allez, j'y vais. Moi, j'ai été blogueur pendant quelques années. Donc, j'ai un peu travaillé mon anglais pour mes blogs. Mais bon, blog et livre, c'est pas exactement le même niveau. Et je pense que je suis arrivé à un niveau où parler d'anglais technique, enfin, pour exprimer des choses techniques en anglais, je m'en sors. Par contre, dans mon livre, comme il est fait comme une histoire, avec des protagonistes et il se passe un peu des choses, etc., bien que ce soit un livre de programmation. Donc, il y avait des moments où il fallait raconter des choses. Et par contre, là, mon anglais, il n'est pas du tout suffisant, quoi. Si je veux raconter une petite histoire en anglais, je n'ai pas les mots, quoi. Et donc, je dois avouer que certaines fois, j'ai utilisé Google Translate et qui est pas mal du tout. Donc, j'écrivais ma petite histoire en français, lui, il me la traduisait en anglais, et puis je retravaillais l'anglais, et j'étais assez surpris du résultat. Je te rejoins là-dessus. C'est que, en fait, Google Translate est très bon, surtout quand tu lui mets un pavé du contexte. Ouais. En fait, il est meilleur. Si tu lui mets 3 mots, il va être à côté, souvent. Mhm. Et si tu lui mets tout le contexte avec, il va beaucoup mieux traduire. Tout à fait. Ok, bah écoute, merci pour ce petit tips, on va dire, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'écriture de blogs ou de livres en anglais, alors qu'ils sont francophones et issus de l'école française qui apprend tellement bien l'anglais aux gens.